Bonjour. En juillet 1914, la Première Guerre mondiale mit fin à toute une époque, celle du 19e siècle, que l'on surnommera en France la Belle Époque ou l'ère victorienne chez les Anglais, puis l'ère édouardienne quand en 1902, Édouard VII succéda à sa mère, l'illustre reine Victoria. Dans cette vidéo, je vais aborder avec vous l'armée française ainsi que le quotidien des Français à la Belle Époque. Et maintenant c'est générique. Sous le drapeau flottant au vent, Louis de Lafayette se levant grand, compte des batailles et des... Alors, soyons clairs. Personne, je dis bien personne, ne parlait de Belle Époque avant la Première Guerre mondiale. C'est seulement une expression née dans les tranchées pour se souvenir des temps heureux d'avant le début de la guerre. La guerre. Comment et avec quoi les soldats français partaient au combat? Oui, je vais essentiellement me concentrer sur la France, car ce serait bien trop long d'aborder chaque pays. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, l'armée française se trouve à un moment charnière entre les tactiques héritées des guerres napoléoniennes et l'évolution technologique et stratégique moderne. Car l'armée française se battait encore comme au temps de Napoléon, avec des charges à la baïonnette, des combats en ligne et des charges de cavalerie, sans oublier l'importance de l'artillerie et de la marine, car on était encore au temps des colonies. Et bien que l'aviation n'existait pas encore, il y avait quand même des ballons de reconnaissance aérienne. Quand je disais que l'armée française se battait encore comme au temps de Napoléon Bonaparte, cela ne veut pas dire qu'il se battait encore avec des fusils à silex. Tout d'abord, entre 1870 et 1880, l'armée française utilisait le fusil Graz modèle 1874, fusil à un coup basé sur le Châteauneuf. Il était fiable, mais dépassé à la fin du 19e siècle. Cette arme fut remplacée par le fusil Lebel, modèle 1886, qui est le premier fusil à répétition à utiliser des cartouches à poudre sans fumée. Avec une capacité de 8 coups, il a donné à l'infanterie française une sacrée arme pour dominer les champs de bataille. L'artillerie française, quant à elle, s'est modernisée avec le canon de 75 mm, modèle 1897. Une révolution dans l'artillerie. Ce canon était rapide, précis et doté d'un système de recul qui permettait un tir continu. Il devint l'arme emblématique de l'armée française à la Belle Époque et au début de la Première Guerre mondiale. Bref, mais l'armée bleu, blanc, rouge avait aussi des canons plus lourds, avec le canon de 120 mm, modèle 1878, principal canon lourd de campagne à la fin du 19e siècle, d'un calibre de 120 mm pour une portée d'environ 8 à 10 km, c'est beaucoup, pour un poids de 3,5 tonnes en position de tir, bien sûr. Ses points forts, avec une bonne précision pour son époque, et robuste. Par contre, il avait un petit défaut, il avait une mobilité très limitée, et son temps de rechargement était plutôt long. Puis l'armée française avait aussi le canon de 155 mm de Bange, modèle 1877. Artillerie lourde de siège
avec un calibre de 155 mm pour une portée de 12 km, avec des projectiles explosifs, s'il vous plaît, et un poids d'environ 3 tonnes. Développé par le commandant Charles de Bange, il utilisait un système de culasse à vis innovante pour l'époque. Utilisé surtout pour la défense des places fortes et appui à longue portée et pour assiéger des places fortes. Point fort, très fiable et précis. Point faible, long à recharger. Il y avait aussi le busier de 220 mm modèle 1881, utilisé pour le bombardement de positions fortifiées d'un calibre de 220 mm avec une portée de 5 à 6 km, conçu pour tirer des obus explosifs lourds. Mais c'était un canon assez lourd et difficile à déplacer. L'armée française avait aussi des mitrailleuses, car avant même la guerre de 14-18, la France avait une mitrailleuse. La mitrailleuse Hotchkiss, modèle 1897, une arme automatique efficace qui commençait à être déployée mais en nombre très limité. L'armée utilisait aussi des armes blanches telles que des sabres et diverses armes blanches comme les poignards, dagues, machettes ou des armes plus exotiques utilisées par les zouaves et troupes nord-africaines. Ces unités avaient parfois des armes blanches spécifiques, influencées par les traditions locales comme des yatagans ou des machettes. Pour tout faire péter, l'armée française avait déjà des grenades. Oui, mais c'est une pomme ça. L'armée française était donc dans une période de transition entre les doctrines classiques et les exigences modernes imposées par les nouvelles technologies. Cependant, elle a souvent sous-estimé l'impact des armes automatiques et de la guerre défensive, ce qui s'est traduit par des pertes massives lors des premiers mois de la Première Guerre mondiale. Après la défaite de 1870, la défaite face à la Prusse lors de la guerre franco-prussienne de 1870 et 1871, qui a durement entaché la réputation de l'armée française, elle a été perçue comme mal préparée, mal équipée et dépassée par l'organisation, la discipline et la technologie prussienne. En Europe, l'armée française était alors vue comme prestigieuse, mais affaiblie. Après 1871, l'armée a entrepris une profonde réorganisation et des réformes dans la formation, la logistique et l'artillerie, avec le célèbre canon de 75 mm. À la veille de la Première Guerre mondiale, la France était admirée pour son courage et sa détermination. La France était vue à l'international comme un pays doté d'une forte tradition militaire, mais certains la considéraient comme trop attachée à des idées dépassées, notamment l'importance de la charge à la baïonnette. Malgré tout, sa capacité à mobiliser rapidement une armée massive et bien équipée inspirait le respect. Entre 1880 et 1890, l'armée française comptait environ 500 000 soldats actifs en temps de paix, répartis entre l'armée de métier et les conscrits. Le service militaire obligatoire, introduit en 1872, tous les hommes valides devaient effectuer un service militaire, ce qui renforçait les effectifs et la réserve.
Grâce à son système de mobilisation, la France pouvait déployer une armée de plusieurs millions de soldats en cas de guerre. À la veille de la guerre, il y avait environ 800 000 soldats actifs. Et avec les réservistes, la France pouvait mobiliser environ 4 millions d'hommes. L'infanterie constituait l'épine dorsale de l'armée française. La cavalerie en déclin, mais encore importante pour des missions de reconnaissance et les charges. Mais avec l'aviation et les chars, la cavalerie ne sera plus à dos de cheval, mais sur des montures motorisées. L'artillerie en expansion, particulièrement avec l'introduction du canon de 75 mm, et oui, encore lui, cette branche de l'armée se modernise à la belle époque. L'armée française maintenait aussi des troupes dans ses colonies, notamment en Afrique du Nord, en Indochine et en Afrique subsaharienne. En résumé, malgré les critiques liées à la défaite de 1870, l'armée française avait su se moderniser et rester une puissance militaire majeure en Europe. Avec un système de conscription efficace, elle pouvait déployer des effectifs massifs et son équipement, notamment le canon de 75 mm, encore lui, était à la pointe de la technologie. Cependant, elle souffrait encore d'un certain conservatisme dans ses doctrines, ce qui allait poser problème en 1914. Les uniformes de l'armée française de cette époque étaient à la fois influencés par des considérations traditionnelles, esthétiques et symboles militaires, et des besoins pratiques, protection, mobilité, discrétion. Cependant, certaines de ces tenues se sont révélées inadaptées face à la guerre moderne. Les uniformes des années 1870 à 1900. Commençons d'abord par l'infanterie de ligne, s'il vous plaît. Avec des tuniques bleu foncé, une veste ajustée en laine bleu foncé, symbole de l'armée française depuis la Révolution, pantalon garance, un pantalon rouge vif en laine. Cette couleur, bien que emblématique, est extrêmement visible sur le champ de bataille, un défaut flagrant à l'ère des armes à longue portée. Les équipements étaient une ceinture en cuir noir, des cartouchières et parfois un baudrier. La cavalerie, quant à elle, avait un uniforme spécifique par régiment. Hussards, cuirassiers et dragons avaient des tenues éclatantes, souvent ornées de couleurs vives, de galons dorés ou argentés et de casques à crinière. Un peu comme des poupoules. Bon, ta gueule. Crinière. Les cuirassiers portaient une cuirasse métallique héritée de l'époque napoléonienne, bien qu'elle soit devenue obsolète face aux armes modernes. Les chasseurs et les zouaves, les chasseurs à pied portaient des tenues plus sombres et discrètes, bleu foncé et vert, adaptées au terrain boisé et aux missions d'éclaireurs. Les zouaves, soldats d'origine nord-africaine ou métropolitaine, servaient dans les colonies, avaient des tenues exotiques avec des pantalons bouffants, des vestes courtes et des fez. Jusqu'en 1914, l'armée française conservait le bleu foncé et le rouge garance, malgré les critiques sur leur visibilité. Cette décision était en partie due à des raisons symboliques. Les couleurs vives incarnaient la fierté nationale et le courage. L'équipement standard de l'infanterie était doté d'un
képi rouge et bleu, un couvre-chef caractéristique visible de loin, une capote, un manteau long et chaud de couleur bleu foncé pour affronter les intempéries, une guêtre, des guêtres en tissu ou en cuir protéger les jambes et les chaussures, et un sac à dos. Les soldats transportaient leur matériel dans des sacs en toile beige ou marron. Les uniformes coloniaux. Dans les colonies, les soldats français portaient souvent des uniformes plus légers et adaptés au climat. Exemple, les troupes coloniales, tirailleurs sénégalais, Sfaï, Zouaves avaient des uniformes distinctifs, souvent avec des éléments traditionnels locaux. L'uniforme de l'armée française, bien qu'élégante et riche de tradition, n'était pas adapté aux exigences de la guerre moderne. La transition vers des tenues non binaires, je déconne, plus fonctionnelles, je voulais dire, amorcée pendant la Première Guerre mondiale, marqua la fin d'une époque où l'esthétique primait sur la survie au combat. La Belle Époque, c'est aussi les débuts de l'aviation, avec des héros comme Clément Ader, qui en 1890, il réalisa un vol non contrôlé avec son appareil nommé Aérovol, considéré comme le précurseur de l'aviation motorisée en 1897. Il construisit l'avion 3, mais ses essais furent un échec. Et Alberto Santos Dumont, bien qu'il soit d'origine brésilienne, il mena ses expériences en France. Il effectua un des premiers vols reconnus en 1906 avec son 14 bis, marquant une étape importante dans l'aviation. Et surtout Louis Blériot, qui en 1909 devint célèbre pour avoir traversé la Manche avec son Blériot 9, démontrant les capacités pratiques des avions. En clair, c'est une époque de conquête du ciel. La vie des Français à la Belle Époque est une vie entre la France de Napoléon avec beaucoup plus de paysans que de citadins, car la France était surtout un pays agricole, des technologies de plus en plus dépassées, un mode de transport encore beaucoup à cheval très cher et bien évidemment très long, comptez 2 jours pour aller de la Normandie jusqu'à Paris. Pas encore de station essence, mais des relais de poste tous les 15 à 20 km. Les routes étaient encore faites de terre, ce qui rend les voyages encore plus lents quand il pleut ou quand les roues s'embourbent. Avec la poussière, les voyages étaient aussi salissants qu'aujourd'hui, voire même pire. Comptez 800 € de l'époque pour un Paris-Lyon, un prix bien trop élevé pour la majorité des Français. Et la France du roi Louis-Philippe, Philippe qui a vécu en Angleterre et vu à quel point l'Angleterre était en avance sur son temps sur tous les domaines. C'est ainsi qu'en rentrant en France pour s'asseoir sur le trône de fer, je déconne, le trône de France, modernisa la France pour qu'elle rattrape toutes les autres nations, surtout l'Angleterre et la Prusse. C'est sous le régime du roi Louis-Philippe que la France connaît la révolution industrielle. La société de la Belle Époque était divisée entre la classe ouvrière et les paysans qui vivaient dans des conditions précaires, tandis qu'une minorité de bourgeois jouissait d'un grand confort et vivaient littéralement dans le luxe. Un peu comme aujourd'hui, j'ai envie de dire. Le confort assuré par l'urbanisation croissante des grandes villes, comme Paris, se développait rapidement avec l'apparition de nouveaux quartiers, des grands magasins, des cafés et surtout d'un tout nouveau moyen de transport, le métro. Mais malgré l'essor industriel, environ 60% de la population vivait encore à la campagne où la vie était rythmée par le travail agricole.
La Belle Époque, c'est aussi une période d'inventions marquantes comme le téléphone, l'électricité, l'automobile, le cinéma et, bien évidemment, l'aviation. Avec le premier vol des frères Wright et de Blériot. Mais c'est surtout le train qui marqua au fer rouge le 19e siècle, car c'est un mode de transport très accessible, facilitant le transport de personnes, de marchandises et même de troupes militaires. Sur l'hygiène publique aussi, la Belle Époque n'est pas en reste. Les réseaux d'eau potable et d'égouts se développaient dans les villes, réduisant les maladies comme le choléra. Cette époque a apporté beaucoup niveau art et littérature, avec par exemple l'art nouveau et de grands auteurs comme Proust ou Zola, que je n'ai malheureusement jamais lu. C'est qu'il va falloir. Bref, vous n'aimez pas lire, tout comme moi. Alors il y a bien d'autres loisirs à la Belle Époque. Vous pouviez aller au théâtre, au cabaret, ou dans un tout nouveau loisir, le cinéma. Vous avez besoin de bouger? Pas de problème. Les sports à la popularité croissante, comme la bicyclette, le football ou les premiers Jeux olympiques modernes, sont là pour vous faire bouger. Et même des sports plus anciens, comme le tir à l'arc, étaient très populaires à la Belle Époque. Même les femmes pouvaient faire du tir à l'arc. Et oui, les conditions des femmes à la Belle Époque étaient principalement cantonnées au rôle de mère et d'épouse, bien que certaines travaillaient comme ouvrières ou employées domestiques. Mais les débuts du féminisme, avec des figures comme Hubertine Auclair, commençaient à réclamer des droits pour les femmes, notamment le droit de vote. La Belle Époque a aussi de nombreux clichés que je vais tâcher de démonter ici. Petit 1. Une époque dorée et insouciante. On imagine souvent la Belle Époque comme une période de fête permanente avec des balles et des cabarets. Mais cela ne concernait qu'une petite élite urbaine. Pour les classes populaires, la vie restait dure, marquée par de longues heures de travail et des salaires modestes. Petit 2. Le progrès pour tous. Bien que les innovations aient transformé la société, elles ne touchaient pas encore tout le monde, notamment dans les campagnes où l'électricité, l'eau courante était rare. Et je ne vous parle même pas des égouts. Petit 3. Une paix durable. À l'expression Belle Époque est née après la Première Guerre mondiale, dans une vision nostalgique d'un monde avant le chaos. Pourtant, cette période était marquée par des tensions sociales, grèves, montée du socialisme et coloniale, mais aussi des guerres comme la guerre de Crimée. Petit 4. Paris, ville de lumière et de plaisir. Paris est souvent vu comme le symbole glamour de cette époque, avec ses cafés, ses artistes et son architecture. En réalité, Paris comptait aussi des quartiers misérables et surpeuplés où les conditions de vie étaient très dures. La Belle Époque est donc un mélange de lumière et d'ombre entre modernité naissante, contrastes sociaux et l'insouciance pour une minorité privilégiée. Cette période reste fascinante pour l'art, l'architecture et les innovations qui allaient préparer la France au XXe siècle. Mais la Belle Époque porte en elle les sources des deux guerres mondiales à cause de l'antisémitisme, qui sera le point de départ du plus grand scandale de la Belle Époque. J'ai nommé l'affaire Dreyfus. Entre 1894 et 1906, l'affaire Dreyfus est l'événement emblématique de l'antisémitisme à cette époque. C'est l'affaire qui a bousculé cette époque, c'est l'affaire qui a marqué la Belle Époque. Et voici les faits. En 1894, Alfred Dreyfus, un officier juif
de l'armée française est accusé à tort d'espionnage au profit de l'Allemagne. Il est dégradé et envoyé au bagne en Guyane, malgré l'absence de preuves solides. Cette affaire a eu l'effet d'une bombe sur la société française, entre les pros et anti-Dreyfus. On raconte que des familles se sont brisées, des amitiés ont été rompues à cause de cette affaire qui a divisé les Français durant la Belle Époque. Les maisons, ces demeures qu'on imagine calmes et sécurisées, avec des boisures et leurs pierres taillées, étaient souvent bien plus dangereuses qu'on ne le pense. Les escaliers des serviteurs, par exemple, étaient mal construits et causaient des accidents. Les papiers peints contenaient des produits toxiques, ce qui rendait malade toute personne qui passait beaucoup trop de temps dans une pièce avec le dit papier peint. Les chapeaux faits en plumes tuaient peu à peu des espèces d'oiseaux. L'électricité n'était pas standardisée. Chaque quartier avait son propre standard. Mais le pire, c'est que la pose des câbles électriques était souvent faite n'importe comment et sans aucune vraie sécurité. Ce qui causait des incendies et autres morts tragiques dues à l'électricité. Bref, pour résumer, la maison du 19e siècle était un danger. Un danger luxueux, mais quand même. Mais pas aussi dangereux que de travailler dans les mines de charbon. Pourquoi le charbon ? Le charbon était le pétrole de la Belle Époque. Pour faire rouler les trains ou bien chauffer les maisons ou autres, le charbon était l'énergie de tout un pays industrialisé comme la France. Et il fallait le chercher en profondeur grâce aux mains des mineurs, contrairement à la Belgique où les mines de charbon affleuraient au-dessus. Bref. Et laissez-moi vous dire que leurs conditions de travail étaient juste atroces et que même les enfants travaillaient à la mine. Oui, même les enfants travaillaient à la mine. Alors ne vous plaignez plus jamais d'aller à l'école. En 1874, l'âge minimum du travail est fixé à 10 ans et le temps de travail réduit à 8 heures par jour. Les enfants non scolarisés avant l'entrée en usine suivaient jusqu'à 14 ans une scolarité de 2 heures de cours quotidiennes. Mais les adultes, eux, travaillaient souvent de 10 à 12 heures par jour, sans compter le temps de trajet vers et depuis le fond de la mine. Il n'y avait pas de réglementation stricte sur la durée du travail jusqu'à la fin du 19e siècle, avec la loi de 1890 qui a instauré des délégués à la sécurité, mais la journée de travail n'a été officiellement limitée qu'à partir de 1892 à 9h30 pour les mineurs de fond. Le salaire des mineurs était calculé au rendement, selon le volume de charbon extrait, ce qui pouvait conduire à des situations où des mineurs travaillaient encore plus longtemps pour augmenter leurs revenus. Les paiements se faisaient souvent en espèces, mais le système du truc était également en place dans certaines mines où les mineurs étaient obligés de dépenser une partie de leur salaire dans des magasins appartenant aux compagnies minières. Les salaires variaient, mais ils étaient généralement faibles, surtout en tenant compte des risques et des efforts physiques énormes. Ces conditions décrivent une période où les droits des travailleurs étaient en cours de développement, avec des luttes sociales importantes qui ont mené à des améliorations progressives des conditions de travail et des salaires au fil des ans. Les mineurs, comme tous les autres travailleurs industriels, appartiennent à la classe ouvrière, classe qui a pris beaucoup d'importance avec l'industrialisation de la France. Les ouvriers logeaient dans des corons. Les corons étaient des cités minières ou des ensembles de logements construits par les compagnies minières pour héberger leurs ouvriers. Fun fact, les ouvriers avaient des livraisons gratuites de charbon pour les mineurs, etc. Voilà
Voilà ce qu'est la belle époque. Derrière l'image idéalisée que l'on se fait de cette époque, elle est en réalité bien plus complexe. J'aimerais revenir avec vous sur le travail des mines qui pouvait amener à des morts tragiques à cause du gaz de schiste qui, quand il explosait, pouvait causer de nombreuses victimes. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas de liker, commenter, partager. Vous pouvez même me faire un petit don sur Tipeee. Et bien évidemment, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater. Peuple de la chaîne de l'Empire Louis Lafayette, vous pouvez disposer